journal de 13 heures. Aujourd'hui, édition spéciale suite au cyclone Pam qui a dévasté le Vanuatu en mars dernier. Aurait-on pu prévoir ce cyclone? Reportage de Meryl Giraud. C'est le Vanuatu, à 2500 km de Sydney, que le cyclone Pam a frappé. Des vents violents, allant jusqu'à 350 km/h, ont dévasté l'archipel. Alors que l'on prévoyait, quelques jours avant son arrivée, son passage sur la Nouvelle-Calédonie, le cyclone a dévié vers la Nouvelle-Zélande, où il s'est dissipé. Comment ce cyclone s'est-il formé? Aurait-on pu le prévoir? Alors il faut savoir que les cyclones, typhons ou ouragans selon la localisation, apportent généralement de fortes pluies et des vents très violents. Alors dites-nous un peu, Meryl Giraud, spécialiste en matière de cyclones, comment se forment ces phénomènes? Les systèmes naissent au-dessus d'eau chaude, donc particulièrement en été, puisqu'il faut des températures qui soient au-delà de 26 degrés. L'air exerce une pression sur la Terre et la chaleur latente de vaporisation de l'eau provoque une montée d'air chaud. Et quand cet air chaud monte grâce à l'évaporation, eh bien la pression atmosphérique diminue et ça crée une zone de basse pression, donc en fait une dépression. L'air ascendant se refroidit une fois en altitude, il va créer une masse nuageuse et une partie de cet air devenu froid va retomber sur les côtés de la zone de basse pression et ça va en fait créer des zones de haute pression, donc des anticyclones. La dépression attire les masses d'air à elle, donc les masses d'air vont des anticyclones vers la dépression. En se déplaçant, l'air va se réchauffer et une fois en zone de basse pression, il va s'évaporer. En fait, c'est un cycle. Une fois en haut, l'air va se refroidir, va retomber dans les anticyclones et se déplacer encore vers la dépression et ainsi de suite. Et plus le cycle se répète, plus la dépression se creuse. Alors au centre d'un cyclone, on retrouve toujours cette partie très calme qu'on appelle l'œil. C'est l'œil du cyclone. Son diamètre varie de 20 à 60 km. C'est vraiment le cœur de la dépression, le cœur du système. Et c'est autour de celui-ci que l'air chaud va monter en tourbillonnant. En tourbillonnant, pourquoi? Eh bien parce que c'est le résultat de la force de Coriolis, une force qui dévie les vents grâce à la rotation de la Terre et donc qui influe sur la rotation de l'air chaud lors de l'évaporation. Donc on peut retenir les trois éléments qui sont vraiment indispensables à la formation et à la survie des cyclones. Il y a d'abord l'eau chaude, que la température soit supérieure à 26 degrés sur 50 mètres de profondeur. Il y a également l'air froid en altitude, il faut qu'il y ait une masse nuageuse au-dessus de la zone concernée. Et puis la force de Coriolis, sans quoi les cyclones ne pourraient exister, ne pourraient tourner. Et c'est pour ça que les cyclones ne peuvent pas se former proche de l'équateur, car plus on s'approche de l'équateur, plus la force de Coriolis est faible. Alors on a demandé à une élève de première S, de modéliser un cyclone pour nous. Donc voilà, on va regarder. Alors c'est une expérience que vous pouvez reproduire chez vous. Alors ici, l'élève a fabriqué une boîte à cyclone avec du carton et du plastique. Pour modéliser le cyclone, elle a utilisé de l'eau chaude et de la glace. Alors on ne voit pas très bien à la caméra, mais on devine quand même une colonne de nuages qui monte en tourbillonnant. Alors dans ce cas-là, c'est dans le sens horaire que la colonne tourbillonne, parce que les fentes qui laissent passer l'air dans la boîte à cyclone sont du côté gauche de chaque face. On peut aussi voir à petite échelle un petit nuage qui se forme au contact de la vapeur d'eau et de l'air froid, donc du glaçon. C'est ce qu'on retrouve à l'échelle naturelle, ça correspond à la masse nuageuse au-dessus de la dépression. En faisant varier certains paramètres, l'élève a pu constater qu'effectivement l'eau chaude, l'air froid et la rotation sont des éléments vraiment indispensables au cyclone. Et d'où viennent les pluies et le vent du coup? Bien, les précipitations sont en lien direct avec l'évaporation, puisque l'air chaud, en se refroidissant, va créer une masse nuageuse en altitude, et ça va donc apporter des précipitations. Les précipitations sont plus importantes dans le mur de l'œil, puisque tout simplement c'est la partie la plus intense du cyclone. Et plus on s'éloigne de cette partie-là, donc du mur de l'œil, plus les pluies sont faibles. Et c'est pareil pour le vent, plus on est loin
de l'œil et plus le vent est faible. Alors le vent il dépend surtout de la pression atmosphérique. Plus le gradient de pression est grand, donc plus la différence de pression entre l'œil et les alentours est grande et plus les vents seront forts. Rapidement, ce qui peut détruire un cyclone, ça peut être plusieurs choses. C'est s'il perd au moins un de ces trois facteurs indispensables à sa formation et à sa survie, facteurs qu'on a vus tout à l'heure. Par exemple, si le cyclone atterrit sur un continent, à ce moment-là, il n'y aura plus l'eau chaude pour l'alimenter et donc le cyclone s'affaiblira et finira par mourir. Ça peut être aussi s'il y a par exemple un cisaillement vertical du vent très fort, ça va donc désorganiser le cyclone et il finira par mourir. C'est pareil pour la force de Coriolis. Si le cyclone s'approche de l'équateur, la force de Coriolis diminue et donc le cyclone finira par disparaître. Cependant, s'il traverse des zones comme celle-ci et qu'ensuite il rentre dans une zone où les trois facteurs indispensables à sa formation et à sa survie sont réunis, eh bien le cyclone peut reprendre vie, se ressourcer et continuer son chemin. Alors est-ce que finalement on aurait pu prévoir ce cyclone? Alors chaque année il y a des périodes qui sont propices à la formation de cyclones. Par exemple au Vanuatu c'est de novembre à avril. Et donc on pouvait prévoir qu'il y aurait des cyclones, mais on ne pouvait pas dire exactement ni où, quand, comment, à quelle intensité, etc. En fait, on ne peut répondre à ces questions que je viens de dire seulement lorsque le système a commencé à se former. Il est alors repéré et analysé et on peut alors déterminer, toujours avec des imprécisions, si le système va continuer à se développer ou non. Les services météorologiques observent l'environnement du système, là où il se situe, ses caractéristiques, ses déplacements, son intensité, et regardent s'ils peuvent l'associer à un autre cyclone passé qui avait les mêmes données. On regarde aussi, on cherche aussi des flux directeurs, donc des vents que le cyclone semble suivre, et ainsi émettre des hypothèses sur la trajectoire et l'évolution du cyclone. On parlera toujours sur 72 heures, et bien sûr, plus les prédictions sont avancées et moins elles sont fiables. Voilà, donc en résumé, la formation d'un cyclone est difficilement prévisible, enfin, du moins elle est tardive. Du coup, les populations bien souvent n'ont que peu de temps pour se préparer, pour préparer leur habitat aussi au passage du cyclone. Et oui. Et quant à l'évolution de ces systèmes, elle est plus facile à prévoir, mais cependant il reste toujours des imprécisions. Bien, merci Meryl Giraud pour vos informations et puis pour votre aide. Le journal d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. On se retrouve ce soir à 20 h. Bon après-midi et à très vite.